merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Et pour commencer, je voudrais savoir, ça c'était une aventure américaine, comment ça marche de travailler aux États-Unis, quelle liberté tu as eu sur ce film-là, etc. Peu de liberté. Enfin, une aventure américaine, c'est. Il faut savoir qu'on est metteur en scène, et donc on arrive et on se confronte à la bête, et qu'on va avoir très très peu de liberté en fait. Donc il faut vraiment à un moment donné prendre conscience qu'on fait un film de producteur. Donc il y a mille et une façons de faire, c'est-à-dire que, encore j'ai eu de la chance, j'ai pu être entouré vraiment par des comédiens très solidaires et qui abondaient à la vision du film et qui l'encourageaient même. J'ai eu beaucoup de latitude pendant la production, c'est-à-dire pendant le tournage, j'ai pu vraiment tourner ce que je voulais tourner, dans un délai très très court, néanmoins. Les choses se compliquent vraiment à la post-production. La post-production en fait devient vite infernale, c'est-à-dire que tout est régi par les agences là-bas et les syndicats. Donc c'est-à-dire que le grand syndicat, donc la DGA, donc la Directors Guild of America, prévoit pour les metteurs en scène 10 semaines de tournage, de montage, pour faire un cut. Donc ça s'appelle le Director's Cut. Tu fais ton cut. Et après 10 semaines, tu montres ton cut au producteur. Après la vision de ce cut, les producteurs décident, oui ou non, si tu continues l'aventure. Donc ils peuvent te dégager. Ils peuvent te dégager, mais comme ça. Donc là, ils m'ont pas dégagé. Et puis après, tu te dis, bon, tu vois les problèmes arriver, et tu fais, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Après, voilà, c'est un exercice où il faut absolument plier, pas rompre, pour aller au bout de ce qu'on croit être sa vision. En tout cas, de la vision que tu veux donner au film. Donc voilà, je suis resté, j'ai beaucoup bataillé. Je suis content du film. Hein, c'est pas exactement, tout n'est pas exactement ce que j'aurais voulu y faire. Mais voilà, à un moment donné, je dois bien comprendre et bien réaliser que je fais un film de producteur et que je fais un métier de. Je suis un metteur en scène au service d'un film de producteur. Comme beaucoup de réalisateurs européens dans le Hollywood des années 50, quoi. Donc c'est pour ça que j'alterne entre des films de commande et des films plus personnels. Si on te le repropose de bosser à je pars, oui. Oui, je pars parce que, en fait, Hollywood, il y a quelque chose de fascinant, c'est que d'abord, il y a les acteurs. Les acteurs, ça, c'est quand même... C'est un peu autre chose que chez nous. Hein. Non, mais franchement, je veux dire, on a des acteurs formidables, mais ils sont moins fainéants, en fait. Je veux dire, et je caricature et je stéréotype, et c'est un peu grossier ce que je dis, mais très franchement, là-bas, n'importe quel second rôle est affûté, quoi. Affûté à une volonté, un désir de cinéma, une volonté d'être dirigé. Il y a... En fait, ce qui est fascinant là-bas, et Dieu sait s'il y a des problèmes, c'est que on vous pousse dans vos limites. On vous pousse vraiment dans votre dernier retranchement. Et je racontais ça tout à l'heure à l'équipe de The Joker. J'ai passé un peu de temps le week-end dernier, ou je ne sais plus, il y a 10 jours, avec Park Chan-wook au Festival de Beaune. Et on était avec Manuel Chiche qui s'occupe de The Joker. Et je lui parlais de son expérience américaine. Je lui demandais, mais pourquoi toi, avec tout le succès international que tu as maintenant, avec Mademoiselle, etc., pourquoi est-ce que tu vas t'emmerder aux États-Unis et faire des films comme ça où tu vas te faire mal? Et il m'a dit un truc, donc il m'a dit d'abord les acteurs, et puis après il m'a dit un truc qui m'a vraiment interpellé. Il m'a dit en fait que pour lui, les metteurs en scène qui se confrontaient au cinéma américain comme ça, avec tellement de contraintes, les studios, les exécutifs, les agents, les syndicats, tous ces gens qui inondent à un moment donné la salle de montage, en fait ceux qui arrivent à faire des très bons films, sont probablement les meilleurs metteurs en scène. Et j'ai trouvé ça assez juste en fait, c'est que on est tellement emmerdé tout le temps. Donc, oui, alors je ne ferai pas ça, et puis c'est pas une obsession chez moi. Moi, je l'ai fait, voilà, parce que je suis un peu un contrebandier, j'aime bien aller me perdre parfois dans des contrées, voilà, mais j'aime bien retourner chez moi dans mes Ardennes avec ma famille de cinéma et faire mes petits films. Mais j'aime bien partir aussi. Je te pose une dernière question avant de filer la parole au public, mais justement là, tu parlais des acteurs, et là, tu as un très très beau casting. Ils sont comment ces mecs, Chadwick Boseman, Fred Molina, Luke Evans, des gars qui sont dans les films qui font des
millions, voire même des milliards d'entrées maintenant. C'est quel type de bosseur? Est-ce que c'est un peu des divas ou... Non, vraiment. Non, mais ils sont beaucoup plus simples. J'ai eu une expérience très malheureuse avec une boîte et un producteur célèbre que je ne nommerai pas ici à Paris. On est à enfin, voilà, je pense que tout est professionnel. Donc ils s'adaptent. C'est vraiment des bosseurs, des professionnels, c'est des gens qui, encore une fois, qui sont affûtés, qui sont là pour travailler, surtout pour rendre le film meilleur. C'est-à-dire qu'ils sont avec toi. Alors bien sûr, il peut y avoir des conflits entre les metteurs en scène et les comédiens, ça arrive tout le temps. Mais avec moi, tout s'est très bien passé, vraiment très bien passé. Et pourtant, j'ai mon caractère, hein, je ne suis pas forcément le plus simple des metteurs en scène sur un plateau. Je peux être très exubérant, je peux être très directif et tout ça. Mais au bout d'un moment, ils voient les rushs et ils sont avec toi. Et ils ont vraiment été profondément avec moi. On va vous passer la parole à vous maintenant. Je ne sais pas s'il y a un micro là-haut dans la... Ouais, c'est bon. Alors, à qui veut? Ici, là. Ouais. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Pour le coup, en fait, parce que je regarde beaucoup de films et je me suis demandé si c'est vous qui choisissez les acteurs ou si c'est les producteurs ou... Non, Chadwick Boseman était attaché au projet, c'est Chadwick qui m'a choisi. D'accord. C'est-à-dire que Chadwick m'a choisi sur base de mon précédent film, Alléluia. Donc il y a eu beaucoup de monde qui a été attaché à ce projet pendant presque une décennie. Michael Mann a failli le faire avec Will Smith, d'autres, il y a un autre budget, etc. Mais donc Chadwick, à un moment donné, est devenu coproducteur du film. Il y avait une stop date qui était son départ pour Civil War, donc son intrusion dans le monde Marvel. Et il fallait un metteur en scène très vite. C'est pour ça que tout s'est passé relativement vite. Et Chadwick a vu mon précédent film, Alléluia, il m'a dit je veux travailler avec lui. Je l'ai rencontré, on est vraiment devenus, enfin ça s'est très bien passé entre nous. Et voilà, et puis on a commencé comme ça. Mais le casting en fait était... ouais, et puis surtout le reste du casting après, il est packagé par les agences. C'est-à-dire qu'il y a des grosses agences aux États-Unis et là pour le coup c'est un film de package en fait. Ça peut paraître un peu absurde chez nous, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. T'as ton mot à dire, hein, mais on s'en fout un peu. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour le film. Moi, je trouve cool. Alors, j'avais deux questions en fait. La première, c'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez plus ou moins obtenu un film qui était pas loin de votre vision de départ. Par rapport à votre vision, justement, c'est quoi que vous aurez plutôt changé? C'est au niveau du scénario, de la forme ou du fond? Non, la vision, la forme, en tout cas la mise en scène, l'empreinte visuelle est là. J'ai eu des problèmes par rapport à la musique. Bon, après, je ne peux pas tout déballer, mais c'est complexe. La musique a été compliquée, pour moi en tout cas. Le sound design a été compliqué. Et le rapport entre Chadwick et le personnage de Teresa Palmer, que j'ai énormément développé, surtout dans la dernière partie du film, a été un petit peu décapité. J'avais énormément travaillé pour que, en tout cas, il y ait une humanité qui se dégage entre... une relation qui se dégage entre Chadwick et Teresa, pas forcément une amourette, hein. C'est-à-dire que je pensais que la rédemption, en tout cas, de ce personnage qui arrive trop tard, se solde, en tout cas, ou s'adoucit par son rapport avec Teresa Palmer, donc le personnage de Kelly. En fait, il arrive à s'adoucir, et en tout cas, le personnage de Kelly joue un peu comme un substitut à Bianca. Et il n'a pas pu sauver sa sœur, mais il peut sauver Kelly. Et donc tout ça a été beaucoup plus développé. Et ils m'ont un peu contraint. Et du coup, j'avais juste une dernière question. C'était du coup, comme c'est un film qui a été fait par les producteurs de Drive, moi j'ai quand même ressenti pas mal, pas des références, mais des petites... j'ai un peu comparé le film à Drive du coup par rapport aux arcs narratifs ou aux trucs comme ça.
Ça n'a rien à voir. Oui, je sais, mais justement, je voulais vous demander si dans les fameux packages que les producteurs ont commandés, est-ce qu'il n'y avait pas justement cette volonté d'avoir, par exemple, un chef et un sous-chef, d'avoir une femme qui est à la fois va adoucir le personnage principal, mais aussi la violence qui va se dégager à la fin, l'extrême violence qui se dégage à la fin. Enfin, voilà, tout. Non. Alors, l'accroche par les producteurs de Drive et tu vois, excuse-moi, ils sont là, je m'en fous, mais c'est un peu de la connerie. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un producteur qui était chez Bold, Bold Film, qui a produit Drive, Whiplash, Nightcrawler, etc., avec qui j'ai un passif, parce que David Lancaster, pour le nommer, j'ai travaillé avec lui, on a eu un projet en Afrique du Sud qui s'est malheureusement pas concrétisé, et c'est David, quand il a quitté Bold Film, il est devenu exécutif pour différents mini-studios aux États-Unis, et quand il a vu ce scénario entre les mains, il a dit, bah, ça, à mon avis, je vais le faire avec Fabrice. Mais de l'autre côté, il y a Iwan, qui est le financier, principal du film. Et voilà, eux, c'était plus carré, quoi. C'était moins artiste friendly. Donc voilà, après ta question, j'ai rien compris. Non, en fait, il y a juste par rapport aux similitudes en fait, qu'il y avait entre les deux films. En fait. Il n'y a aucune similitude entre les deux films. Ah ouais? Non, mais le grain, c'est pas du tout le même Los Angeles, non? Mais c'est toujours là. C'est par exemple, il y a une certaine volonté de filmer le personnage dans la ville. Dans la ville. Dans la ville de Los Angeles. Ouais, c'est pas le même Los Angeles. Je filme. Non, mais c'est un exemple. Mais je veux dire, moi, c'est plus par rapport du coup comme j'ai vu l'accroche. Et du coup, quand j'ai vu le film, tout ce qui est par exemple les scènes violentes à la fin ou voilà le fait que le héros soit confronté à la fois d'abord à une première étape à un premier boss, puis après à un grand boss au-dessus qui en fait manipule tout le monde, ça m'a fait un peu penser à ça. Voilà, c'est tout. Donc je voulais vous savoir si est-ce que c'était dans votre vision ou c'était dans... Pardonnez-moi, je me permets un instant, j'aime ce qui se passe, hein, mais on va faire tourner le micro quand même un petit peu. Hein. Non, il n'y a vraiment rien à voir. D'accord. J'adore Drive, hein, mais pour moi, c'est absolument pas... je vois pas du tout... en tout cas, l'approche de Los Angeles est très très différente. J'ai fait un pulp, un vrai pulp, avec des archétypes de pulp. Il faut le voir vraiment comme un pulp. C'est un film qui a été fait à hauteur d'homme, en 35 mm, sans effets spéciaux. Pour moi, il a un côté blaxploitation réel. C'est vraiment un pulp. Voilà. Donc, Drive, pour moi, c'est un autre Los Angeles, c'est un autre film. Alors, il y a peut-être le côté un peu arty qui nous fait penser à ça, mais je ne vois pas du tout. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Il y avait une main qui se levait dans le fond de la salle, là. Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Je me permettais de vous poser cette question, parce que même si vous nous avez dit ne pas vouloir un petit peu nous donner toutes les ficelles, moi je m'interrogeais sur votre lien avec la musique, que j'ai trouvée très présente dans ce film et assez à la fois bouleversante, à la fois très angoissante. Je voulais voir un petit peu, voilà, comment vous pensiez les musiques dans vos films, dans ce film. Mais pour moi, il y en a trop, en fait. Le combat, ça a été ça, c'est-à-dire que et ça, c'est vraiment culturel, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de me dire « Ouais, American audience needs to have emotion and music, blablabla. » Je dis « Ouais, mais pas autant, pas tout le temps, pas comme ça. » Et donc, ça a été un peu un combat. Sur le sound design, parfois, je trouve qu'ils ont un peu la main lourde, que c'est pas... Mais bon, tout ça, après, on s'en fout, quoi. Enfin, bon, vous êtes c'est particulier parce que vous êtes le Club 300 et tout ça, mais le public va s'en moquer un petit peu, donc c'est pas très grave. Ça, je peux le dire là, ou je peux le dire à la cantine, ou je peux le dire au bar, mais c'est sûr que ça a été toujours un bras de fer, c'est-à-dire que c'est pas comme quand je fais un film perso où je suis en salle de mixage et je dis mais non, là il y a trop, voilà. Justement, en dehors de ce film, peut-être vous, quel est votre rapport habituellement avec la musique dans vos films perso? Il est plus, j'essaye en tout cas qu'il soit plus équilibré, si je puis dire. Un peu moins
moins omniprésent, moins écrasant. Mais si ça vous a plu et si ça vous a touché, j'en suis ravi, vraiment. Très sincèrement. Merci. D'autres questions? Je voudrais poser une autre question, mais je voudrais rebondir sur ce que disait mademoiselle. Vous pouvez nous dire ce moment où il y a la personne qui chante, c'est l'acteur qui chante, c'est quoi cette chanson c'est vous qui l'avez choisie ou pas? Oui, c'est une chanson très particulière, c'est une chanson mexicaine, une vieille chanson mexicaine que j'aime beaucoup et qui me permettait de faire un moment voilà, où convergeaient en tout cas des éléments dramatiques que je trouvais intéressants, en tout cas à montrer. Et c'est toujours la même chose, en tout cas, moi bien sûr je m'intéresse, vous voyez bien que la première partie du film est très ancrée dans un réalisme cru, un Los Angeles poisseux, qui sent, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais à un moment donné, le réalisme, en tout cas moi, ne me suffit pas. Il faut en tout cas que j'arrive à le transformer vers une abstraction qui soit une abstraction poétique ou en tout cas cinématographique. Et ce moment-là, même encore une fois où je n'ai pas eu la plénitude complète, je me suis battu pour garder ce moment et je l'aime beaucoup. Je pense qu'on donne à ressentir quelque chose qui m'apparaît être fondamental au troisième acte. Merci. Alors, ma vraie question, ça fait plusieurs fois que vous dites quand je fais des films perso, c'est curieux de parler comme ça. Mais parce que, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne dans votre tête, perso, pas perso Mais personnel, c'est quand j'ai complètement le contrôle du film. C'est un truc qu'on a perdu ici en Europe, en France particulièrement, en tout cas dans le cinéma d'expression francophone, c'est que la nouvelle vague a tout chamboulé. Donc forcément, tous les metteurs en scène se comportent comme des dictateurs sur leur film, parce qu'ils ont le contrôle de A à Z sur leur métrage. Dans les années 50.